Voilà. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue à l'Université de Mons. Alors avant de lancer vraiment cette conférence spectacle, quelques mots pour replacer la soirée dans son contexte. En fait, l'Université de Mons organise toute l'année des cycles de conférences sur des sujets très divers. Il y a ce cycle-ci sur l'humour, il y en a un autre sur l'univers, sur la technologie, sur la transition écologique, sur, aide-moi Anne, sur tout ce qui l'éthologie, donc les liens entre les animaux et les humains, la sémiotique, etc. Alors depuis cette année, toutes ces conférences sont totalement gratuites. Et si vous voulez rien rater du spectacle, eh bien, le plus simple, c'est de venir faire un petit like sur la page de l'extension Umons en ligne, ou bien alors vous pouvez aussi nous suivre sur la page Extension Umons, le site web habituel. Voilà. Si pas, vous avez le petit catalogue. Bonne soirée à toutes et à tous, et je vais laisser la parole à Anne Staquet, qui est à l'origine de ce cycle humour. Merci, je te laisse la parole, Anne. Merci à vous pour votre présence. C'est évidemment une manière particulièrement agréable et intéressante de commencer l'année et nos cycles de conférences en recevant Bruno Coppens. Il va commencer d'une manière inhabituelle qui est de nous faire aussi une conférence et une réflexion sur l'humour. Et je suis particulièrement touchée qu'il accepte comme ça de se mettre en jeu. C'est quelque part plus facile quand les spectacles sont écrits et quand on a l'habitude, tandis qu'ici, il va intervenir directement avec nous et aussi en réfléchissant sur ces questions de l'humour. Il l'avait déjà fait il y a une quinzaine d'années, je ne sais pas si certains d'entre vous étaient alors présents, et donc c'est une grande joie de l'accueillir à nouveau aujourd'hui. Bonjour, bonjour. Bonjour, bonjour. Eh bien, je sais pas, je suis venu ici à 15 ans, moi. Eh bien, bonne nouvelle, voilà, Alzheimer commence chez moi, je sais même plus ce que j'ai fait il y a 15 ans. Bon, je suis très heureux d'être là, très heureux que ce soit aussi nombreux. Voilà, je connais quelques visages dans la salle, c'est parfait. Que vous dire? On va d'abord commencer par vous parler de ceux qui auraient dû être là ce soir et qui n'ont pas pu venir. Parce que, c'est vrai, Anne m'a dit qu'il y avait des gens importants qui auraient dû être là et ils ne sont pas là. Moi, je dis à Anne, tu sais, ceux qui ne sont pas là, on s'en fout, comme dirait monsieur. Mais elle a insisté, elle m'a dit, écoute, c'est important pour les subsides. C'est ça que tu m'as dit, pour les subsides. Alors, comme je suis quelqu'un de très poli, j'étais dans un collège internat pendant 6 ans. Ça s'appelait le collège Notre-Dame de la Tombe. Si, ça existe. Et donc, je me suis dit que j'allais obéir et vous donner le nom de ceux qui auraient dû être là ce soir et qui ne sont pas venus, etc. Bon. Alors, on va faire un petit jeu tout simple. C'est-à-dire que chaque fois que je cite le nom de quelqu'un, est-ce que tous ensemble, vous pourriez faire « Oh !» Parce que comme ils ne sont pas là, c'est triste pour eux, d'accord? Donc, en empathie, comme Théo Franken pour les Soudanais, par exemple, on pourrait imaginer se dire « Oh, c'est dommage !» Et d'accord, on fait un test ensemble. 1, 2, 3. Voilà. Et vous le faites aussi sincère, même si en découvrant le nom de la personne. Au fond de vous-même, vous vous dites « Yes !» Bonjour, venez pas. Vous avez des tickets, quelque chose? Quelqu'un pourrait faire un résumé de la soirée, mais parce ça fait déjà 1 heure que c'est commencé, monsieur. Enfin, c'est pas grave, asseyez-vous. Voilà, vous êtes là au moins, vous, c'est vrai, parce que les autres sont pas là. Alors, je vous lis tout de suite. Il aurait aimé être là ce soir, mais il y a eu un gros empêchement. C'est Elio Di Rupo. J'avais dit sincère. Non, il n'est pas très bien en ce moment. Il est proche du burn-out depuis le 19 juin. Il a un petit souci quand même au niveau... Alors, il faut savoir, les mauvaises langues racontent que le 19 juin, quand Ludgen a débranché la prise, il paraît que le jour même, Di Rupo s'est réfugié à Paradise, dans la cage des pandas. Il voulait se retrouver entouré de boules de poils toutes gentilles, pas méchantes, qui font du bien, tu vois. Et au fond, en regardant les pandas pendant quelques heures, il s'est dit qu'au fond, sa plus belle réussite en politique, c'était peut-être ça. De nous avoir ramené 2 pandas en Belgique. Et alors, c'est fou parce qu'il aurait aimé encore plus être entouré de plus de bébés pandas, parce que vous savez qu'il n'y a qu'un seul bébé panda,
Il y a Xingui et Ao. Non, c'est pas un cri d'orgasme, madame, c'est le nom de la femelle panda. Ao et Xingui. Et donc, il y a un seul bébé panda, et en fait, il aurait aimé beaucoup plus de bébés pandas, parce que plus il y a de bébés pandas, plus il y a de touristes qui viennent. Hein. Et il se dit, ah, c'est bien. Et tout le PS disait, non, Elio, tu peux pas. Il dit, mais si, je suis pour le cumul des pandas. Voilà. Et donc... les gens se disent, putain, c'est ça la conférence. Et alors, l'autre chose intéressante avec Guy Roupeau, c'est que le bébé panda, pour moi, c'est un vrai signe d'espoir pour notre jeunesse d'aujourd'hui, dont vous faites partie encore, enfin pas tous, hein, il y a une doyenne d'âge dans la salle un peu diversifiée, mais pour les plus jeunes, à qui je ne veux pas parler trop fort, eh bien, donc, je dirais ceci, c'est que, vous savez, il y a un contrat qui nous lie avec la Chine par rapport aux pandas. Hein. Oui, on les a loués, on ne les a pas achetés, on n'a pas les moyens d'acheter des pandas, nous, on les loue. Et c'est bien, des demi-dieux, il faut les louer. Hein. Et donc... ça, c'est pour voir si tout le monde suit. Voilà. Et donc, il y a pour tous les niveaux ce soir. Donc, voilà. Anne m'a dit, va pas trop, parce qu'il y a des gens un peu populaires, tout ça, il faut. Hein tu m'as dit. Hein il m'a dit, évite les mots de 3 syllabes. Bon, déjà, Polytech, excuse-moi, mais bon, enfin, bref. Bonjour, voulez-vous... qu'est-ce qu'il faut tout faire ici? Vous cherchez? Vous me trouvez, c'est pourquoi. Ah ben c'est chouette. Bon ben c'est pas fini. Hein. S'il faut recommencer chaque fois que quelqu'un arrive. Bon. Alors, que disais-je? Oui, c'est ça. Donc le contrat qui nous lie avec la Chine, ce qui est formidable, c'est que quand il y a un bébé panda qui naît dans un pays d'accueil, il peut rester 4 ans. Et puis on doit le rendre. Donc le bébé panda, là, il faut aller le voir parce que dans 4 ans, on va le rendre à la Chine. On va le rendre. Ah oui, c'est vrai. Ceux qui travaillent à Paris d'Aisa le savent. Et donc il va falloir le rendre, le bébé panda. Eh bien, moi je me dis, c'est bien. Un jeune né en Belgique, qui pour une fois ne partirait pas en Syrie. C'est pas beau ça? C'est un bel exemple. Voilà. Alors, il aurait aussi aimé être là ce soir, mais il y a un gros empêchement. C'est Charles Michel. Non, c'est pas votre venue qui fait pousser les gens. C'est juste... Vous n'avez pas vu, Charles Michel n'est pas là dans les parages parce que je l'attends. Non, il vient pas. Non, il vient pas parce que pour l'instant, Charles Michel veut absolument trouver un système pour qu'il n'y ait plus de chômage en Belgique. Il veut remettre chaque Belge au travail. Et pour ça, il a trouvé une solution qui m'a quand même communiqué, c'est gentil. Et cette solution, puisque c'est un gouvernement suédois, c'est bien sûr une solution suédoise, qui se résume en ces mots. Si tu offres une étagère Ikea à un Belge, il travaillera un jour. Mais, si tu offres la même étagère, sans le mode d'emploi, il travaillera. Voilà. C'est ça la solution. Et enfin, il aurait vraiment aimé être là ce soir, mais un gros empêchement, c'est le roi Philippe. Alors là, on dirait que c'est l'enterrement, vous. Oh. Mais il n'est pas mort. Parfois, on dirait qu'il est mort. Il ne bouge pas tellement, mais il n'est pas mort. Non. Je sais. Mais moi, j'aime beaucoup le roi Philippe. Vraiment, sincèrement, je l'aime beaucoup. Je trouve qu'il évolue bien. Parce que bon, au début, il faut quand même se souvenir quand il a prêté serment, le 21 juillet, là, on aurait dit un fichtic. Et il avait une seule phrase à dire. Je jure de respecter les lois du peuple belge. Il avait une fiche. Ça fait 50 ans qu'il attendait d'être roi, il avait encore la fiche. Tout le monde connaît la phrase par cœur et lui pas, paf, un fichtic. Mais depuis lors, il s'est dégelé. Il s'est bien dégelé d'ailleurs à Quiberon, dans l'Essonne, pour se dégeler. Mais bref, en tout cas, ce qui est formidable, c'est que depuis lors, il a appris beaucoup et il est très moderne maintenant. Il y a un signe qui ne trompe pas, ce sont les discours du roi. Moi, à l'époque, bonjour. Je fais patienter un peu pour que tout le monde, la salle, tant que c'est pas complet, moi je ne commence pas la conférence. Je vous en prie, voilà. Et donc, il y a un signe, parce que quand c'était les discours du roi à Noël, Albert II, moi c'était trop long, Moi, je coupais avant la fin du discours, c'est pas possible. Alors que le roi Philippe, t'as pas le temps de chercher ta zapette dans le fauteuil, il a déjà fini. Il a déjà terminé, il est déjà parti, c'est formidable, il a le sens du rythme. Non mais un roi des Belges qui a le sens du rythme, le sens du raccourci, moi je vous le dis, un cire concis, c'est parfait. Bon voilà, donc ça c'était... la partie spectacle. Alors, on va attaquer le pouvoir de l'humour. Waouh! Là, t'as fait. Pardon? Oui, le pouvoir, mais c'est général. Tu vas m'interrompre toute la soirée comme ça, toi? Mais si tu veux faire la conférence, tu la fais à ma place, Anne. Qu'est-ce que c'est maintenant? Le pouvoir de l'humour. Alors,
je me suis dit que comme on allait faire un peu pédagogique, un peu scientifique, académique, j'allais faire d'abord qu'est-ce que l'humour en général, c'est-à-dire les différentes formes d'humour pour qu'on situe bien un petit peu, savoir de quoi on parle. Et puis je vous dirai un peu ce que moi je pense, parce que bon, je ne suis pas universitaire, je suis juste un praticien du rire depuis Anne, tu te souviens? Bon, donc... Et donc, je peux vous dire des choses là-dessus, ce que je crois, ce que j'entends, ce que je vois, ce que j'ai analysé. Et puis, j'ai quand même lu quelques livres de référence quand je faisais des études en philologie romane, et puis depuis lors aussi, qui m'ont permis de déterminer des choses qui me semblent assez peut-être assez banal pour certains si vous avez déjà un peu étudié le problème, la question. Et puis après, on jouera ensemble parce que je me dis qu'autant être concret et faire en sorte que vous vous rendiez compte que finalement, on peut tous avoir un petit peu de pouvoir en pratiquant un petit peu d'humour. Parce qu'on peut avoir de l'humour, je vous rassure tous. Alors, je vais mettre mes lunettes parce que comme ça fait un petit peu plus prof. Hein, voilà, donc... Ah putain, il y a du monde. Alors, déjà, le pouvoir de l'humour. Il faut savoir que associer les deux, pouvoir et humour, c'est un truc qu'on n'aurait jamais fait il y a 40-50 ans. Parce qu'il y a 40-50 ans, on ne nous appelait pas les humoristes, on nous appelait les comiques. On était des comiques. C'est-à-dire qu'on était plutôt du côté des bouffons du roi. Les bouffons, ceux qui s'amusent, qu'on trouve rigolos, mais qu'on met de côté. Et depuis lors, on a pris de la place dans les émissions même sérieuses, puisqu'aujourd'hui... il y a les cafés serrés, il y a Samedi d'enfer, il y a des tas d'émissions dans lesquelles il y a toujours quelqu'un qui va faire un petit gag, un humour, comme monsieur va faire sûrement un gag en rentrant. Allez-y. Voilà. Et donc, ça a changé. Ça a changé en partie aussi parce qu'en France, dans les années 70-80, il y a eu quand même des phénomènes comme Coluche, qui à la fois était un humoriste et qui est devenu candidat aux élections présidentielles. Donc là, il y avait déjà une sorte de frontière qui était plus très nette entre ce qui était le divertissement et la politique. Donc ça a même emmerdé pas mal de candidats officiels, de politiciens, parce qu'ils disaient « oui, mais si les comiques commencent à prendre notre place, etc. » Aujourd'hui, en Italie, il y a Pepe Grillo, qui est aussi quelqu'un qui vient du domaine du divertissement et de l'humour et qui s'est présenté aux élections avec bien sûr des trucs un peu catastrophiques, mais voilà, c'est un phénomène qui est là et aujourd'hui même, Pepe Grillo qui se présente, au début on trouvait ça bizarre, puis finalement après 2-3 fois on s'est dit mais pourquoi pas? Voilà, pourquoi pas lui? Donc c'est quand même quelque chose, une notion qui a vraiment évolué au fil des décennies. Alors, ma définition de l'humour, c'est quoi? Pour moi, l'humour, c'est l'essuie-glace qu'on actionne lorsqu'on roule dans une tempête de neige. Ça n'arrête pas la tempête, mais ça permet d'avancer. Et ça, c'est vachement important, parce que c'est ça les limites, en fait, de l'humour. C'est-à-dire qu'à la fois, on ne se sent pas démuni par rapport à des événements extérieurs qui nous arrivent, des choses désagréables, et en même temps, on ne va pas pouvoir les remplacer. C'est-à-dire que si quelqu'un meurt dans votre entourage, la mort est toujours là. Voilà. S'il y a des problèmes avec Franken, etc., Franken, hélas, est encore toujours là. Mais oui, peut-être pas longtemps, mais voilà. Alors, j'avais dit que j'allais parler un petit peu des différents types d'humour, pour qu'on voit un petit peu de quoi on parle. Alors, c'est un peu plus pédagogique, mais bon, comme ça, en même temps, j'ai quelques blagues à raconter là-dedans. On va commencer par le type d'humour le plus classique, c'est la moquerie pure et simple. C'est-à-dire que c'est juste une vanne sur le physique de quelqu'un ou sur une chose qui a été dite, voilà. Mais c'est pas pour vraiment changer ou bouleverser quelque chose, c'est juste pour s'amuser. Une blague, alors, on fait l'amour à 3? Hein? Quoi? J'en ai envie. Bon, d'accord. 1, 2, 3. Voilà. C'est une bête blague, c'est-à-dire que ça n'attaque personne, ça se limite juste à s'amuser sans chercher de victime. Voilà. On passe à un stade plus élevé qui est l'ironie. Alors l'ironie, là, l'un des premiers ironistes, c'est Socrate. Socrate qui était quelqu'un qui justement analysait la société et essayait de pratiquer ce qu'il appelait la feinte ignorance. Feinte, F-E-I-N-T-E, c'est ça l'ironie. Il faisait tomber le masque du faux sérieux et des vraies prétentions de ses adversaires, les marchands de pensée prêts à l'emploi, qui s'appelaient les sophistes, dont on parlera tout à l'heure. Donc l'ironie, ça c'est une façon de se moquer, mais avec une intention vraiment de blesser l'autre, d'essayer déjà de titiller ce qu'on n'aime pas chez l'étranger, le juif, le catalan, ou mettez ce que vous voulez. Blague juive. 2 juifs se retrouvent il y a quelques années et se rendent compte qu'ils étaient en même temps tous les deux à Auschwitz. Ah, moi c'est en 42, et vous?
en 43. Oh, vous savez, vous n'avez rien manqué. Nous arrivons maintenant au sarcasme. Le sarcasme note une amertume. Ça, c'est important. Quelqu'un qui pratique l'ironie peut très bien vouloir titiller une personne, l'embêter, mais il est dans une envie de dénoncer les choses sans pour ça détruire. Il n'est pas dans le cynisme, qu'on verra juste après. Par contre, le sarcasme, c'est quelqu'un qui a un peu de mal dans sa vie, qui doit absolument tout sortir de façon désagréable. Un peu le... Oui, monsieur désigne sa copine à côté, c'est ça, elle est désagréable. Hein. Mais oui. Voilà, ça c'est le sarcasme. Alors, une blague d'Emmanuel Kant. Donc vous voyez que même les philosophes qu'on croirait trop sérieux sont drôles. On demande à Kant, quel est pour vous le plus petit livre du monde ? Il répond, l'anthologie intitulée 4000 ans d'humour germanique. Et on arrive maintenant au cynisme. Le cynisme qu'on retrouve par exemple chez un Gaspard Proust ou un Nicolas Bedos en France, dont le désenchantement total est assumé et renvoie à Diogène et aux cyniques. Diogène, c'est quelqu'un qui vivait comme un clochard, entouré de chiens de rue, vivait sur la nature et non pas selon la culture. Il se moquait, raillait la société qu'il refusait de toutes ses forces. Leur arme, c'était l'humour, la raillerie. Alors, Diogène à Alexandre qui demande « Moi, maître du monde, demande-moi ce que tu veux et je te l'obtiendrai. » Diogène répond « Ôte-toi de mon soleil. » Voilà, donc voilà, c'est des formes d'humour, c'est juste un peu pour préciser, pour qu'on voit un peu de quoi on parle, de la moquerie, de l'ironie, du sarcasme ou du cynisme. Alors, maintenant, on va parler des pouvoirs de l'humour. Il y a plusieurs pouvoirs. Alors, moi, j'ai distingué deux sortes de pouvoirs. Le pouvoir qui nous touche, nous, personnellement, à l'intérieur, et le pouvoir qui est plus social, c'est-à-dire ce qui entoure et ce qui change autour de nous. L'humour a un premier pouvoir sur le plan personnel, c'est qu'il soulage, qu'il diminue la pression et relativise les événements. Par exemple, peut-être avez-vous déjà vécu un enterrement dans une famille. L'enterrement, on pleure, et puis 2 heures après, on mange des sandwichs mous et dégueulasses avec du café atroce, et on rigole tous comme des malades. Voilà, c'est ça, c'est normal. On reprend le dessus. C'est-à-dire que la vie reprend peu à peu son cours et tout enterrement s'achève comme ça. Des blagues, même sur la mort, car rire, c'est réaffirmer la vie en fait. Voilà. Tant qu'il y a du rire, il y a de l'espoir, comme on dit. Et j'ai une phrase qui formule ça, c'est « Le rire est un signal de déstress qui laisse des strass ». Voilà, c'est une façon de dire aux gens, écoutez, rire, rien n'est si essentiel que la vie elle-même. Et si des éléments perturbent le courant de la vie, affirmer par le rire que ce qui prime au-dessus de tout, c'est de vivre et d'en manifester la réalité par le rire ou une autre émotion, c'est une force. Donc, le rire a un pouvoir thérapeutique. Ça, c'est important. Et je me souviens d'avoir lu, mais je ne sais plus quelle personne, que c'était une dame, qui avait établi les 5 étapes qui suivent un deuil. Pour aider des gens à se rétablir après un deuil douloureux. Il y a 5 étapes. La première, c'est le déni, puis la colère, puis la culpabilisation, puis la dépression, et enfin l'acceptation. Donc quand quelqu'un meurt, le déni d'abord, c'est de se dire « c'est pas possible ». Non, c'est pas vrai, c'est pas possible. Elle n'est pas morte, c'est pas possible. Ou il n'est pas mort, il n'est pas parti. Maintenant, c'est pas possible, j'ai encore vu hier, etc. Deuxième étape, c'est la colère. Là, on est en colère contre Dieu, contre tout. On dit c'est pas juste. J'ai reçu moi un email de quelqu'un de la famille de ces 2 enfants qui ont été assassinés par leur père près de Liège, qui m'envoie un email. Je ne connaissais même pas cette personne. Enfin bref, elle m'écrit et voilà, elle était en colère contre tout le monde, l'institution, contre la police, contre tout, alors que c'était irrationnel. Mais c'est une étape. La troisième, c'est la culpabilisation, qui peut virer au chantage, c'est-à-dire qu'on se sent coupable de quelque chose, quelque part, de ne pas avoir été attentif à cette personne-là, de ne pas être là. Oh mon Dieu, j'aurais dû lui parler hier quand je l'ai vu. Voilà, il y a une sorte on prend ça pour soi. D'abord, on en veut à tout le monde, et puis après, on prend ça sur soi. On se dit, voilà, donc il y a un travail intérieur qui commence à se faire. La 4e étape, c'est la dépression, puisqu'on ne peut rien changer, puisque c'est comme ça. Donc là, on se sent complètement impuissant. On se dit, à quoi ça sert de vivre la vie, puisqu'on est dans un état pareil. Si la mort nous entoure maintenant, à quoi ça sert de faire l'UNIF, de faire des études, si de toute façon c'est pour mourir demain, etc. Voilà, donc c'est la dépression totale. Et enfin, mais là, ça met parfois 1 an ou plus, c'est l'acceptation, donc le détachement.
Et l'humour se situe là, au 5e stade. C'est le détachement. L'humour, en se détachant de ce qui fait mal, permet de se remettre au niveau de ce qu'on est, c'est-à-dire un être humain qui naît sans l'avoir demandé, qui va mourir sans l'avoir demandé. Il y a juste un espace-temps qui va se dérouler entre les deux. Et le fait de rire, même dans des circonstances qui ne sont pas les plus drôles, c'est une façon de pousser comme un cri de vie, en fait, tout simplement, et de se dire, voilà, c'est comme ça, c'est pas juste profitons-en du temps qui passe avant de mourir, mais il y a quelque chose de vital, voilà. Et donc, l'un des pouvoirs de l'humour, c'est ça, c'est de se dire que si vous vivez des moments très difficiles, douloureux dans votre vie, et qu'il y a ces 5 étapes, dites-vous qu'à un moment donné, si vous voyez un peu comment vous vous acheminez dans cette voie-là, l'acceptation, le détachement, l'humour, c'est sa dernière étape qui est intéressante, qui permet en tout cas de reprendre pleinement vie, de partir. Voilà, parfois ça met 1 an, parfois 2, parfois plus. Donc ça, c'est sur le plan personnel, intérieur, le pouvoir de l'humour. Le deuxième pouvoir que je vois aussi, qui est un peu lié, mais un peu différent quand même, c'est le plan personnel aussi, c'est le rire donne confiance en soi. C'est une force intérieure que de pouvoir, quand on fait rire les gens, on se sent tout à coup, on se sent une force intérieure terrible parce qu'on a sorti, je ne sais pas, une blague ou quelque chose, ou un trait d'esprit, ou en famille, par exemple, quand il y a des grands repas de famille, tout à coup, toute la famille rigole parce que vous avez sorti quelque chose de drôle, ou un bébé qui se sent exister parce que tout le monde le regarde à ce moment-là, il est drôle, ça donne une force intérieure, une confiance en soi qui est évidemment fondamentale quand on veut arriver à un épanouissement personnel. Et donc l'humour, c'est un moyen, en le travaillant régulièrement peut-être, on verra tout à l'heure par quelques manières, de se sentir plus à l'aise et plus en confiance avec soi. Donc fatalement, l'environnement autour de soi va être plus facile. Voilà. Parfois, les gens sont repliés sur eux, etc., n'osent pas trop. Et là, le fait d'avoir confiance en soi par des traits d'esprit, par l'humour, c'est une manière d'avoir une belle force intérieure. Là, le troisième pouvoir, là on arrive au côté social, la société, etc. L'humour donne une place dans la société. Donc un pouvoir puisque vous entrez dans une catégorie, dans un cercle. On vous désigne, on vous donne une place. Vous vous souvenez sûrement en classe, en primaire, en secondaire ou quoi, il y avait le cancre, la grosse tête et le rigolo. Bon, dont on se moquait un peu en disant oui, rigolo de toute façon. Et finalement, rigolo, c'est pas pour ça qu'il va pas réussir. Hein, peut-être qu'il réussira pas, mais en tout cas, il a une place. Donc c'est important. Vous savez, dans une classe de 20, 25, quand on dit il y a le cancre, ah oui, il y a le rigolo qui est dans la classe, il a sa place. Donc c'est intéressant aussi dans une société de pouvoir se dire je sais où je suis. Voilà. Alors, il y a 40, 50 ans, quand les comiques n'étaient pas encore dans la place qu'ils ont aujourd'hui d'humoristes, tout ça, c'était moins bien vu. Mais aujourd'hui, je vous assure que dans un groupe, quand on désigne quelqu'un de rigolo, et le petit comique, ça a une autre valeur parce qu'on sait que le rire aujourd'hui est porteur de plein de choses. Voilà. Quatrième pouvoir, alors, ce n'est pas un pouvoir érotique, mais... Non, s'il vous plaît. Mais on dit souvent, femme qui rit est à moitié au lit. Je n'ai pas testé pour vous parce que voilà. Mais malgré tout, c'est vrai que dire des conneries, faire rire est une façon de créer de toute façon des contacts, de briser des barrières sociales, de rencontrer, de faire du réseau. Parce que le mec qui rigole dans une soirée où personne ne se connaît, il semble surfer au-dessus de la vague sur la vie et c'est une sorte d'atout puissant pour rencontrer quelqu'un et donc des rencontres amoureuses évidemment. Mais vous savez bien que sans un vrai sentiment d'amour, l'humour ne suffirait pas à faire durer une relation. Mais enfin voilà, c'est une manière aussi dans un groupe d'exister, de se manifester et donc de créer une relation avec quelqu'un. Alors bien sûr, on lance une vanne, on verra ce qui va venir après, si quelqu'un va vous parler, répondre et tout ça, mais c'est un moyen de créer de la relation. Voilà. Et le cinquième pouvoir, c'est que l'humour procure un sentiment de liberté totale. Ça, la liberté de l'humour, c'est incroyable. Le comique qui fait rire sur l'instant apparaît comme un électron libre que rien ne peut empêcher de parler, parce qu'il parle comme ça, peut-être à tort et à travers
lors d'un cours dans une classe où il ne devrait pas parler, puis tout à coup il sort un trait, et tout à coup là on se dit waouh, il y a quelqu'un qui ose, il ose sortir de sa zone de confort qui est d'être l'élève qui regarde et qui suit le cours, et tout à coup il explose, il sort une vanne, et il a une sorte de liberté qui fait que tout à coup il a une sorte de protection autour de lui, c'est-à-dire tout à coup le fait d'avoir osé quelque chose fait qu'il sort du contexte dans lequel il était, et tout à coup il est un peu comme dans une bulle, on dit waouh, est-ce qu'il faut en avoir peur, est-ce qu'il faut le redouter, est-ce qu'on va attendre la prochaine vanne? En tout cas, il a sa place et il a une sorte de liberté très forte. Et le sixième pouvoir, c'est ça que je veux arriver, sixième pouvoir, bon ça c'est plus facile, c'est que bien sûr le rire permet de prendre du recul par rapport aux événements. Voilà, on voit un truc dans sa globalité. On n'a pas les dans le guidon. Quand on arrive à rigoler de quelque chose, c'est qu'on est parvenu à se retirer un peu du contexte dans lequel on était, donc la mort de quelqu'un, la souffrance ou d'autres choses. On a pris du recul et on ose dire quelque chose, on ose parler, on ose dire, lâcher une vanne un peu rigolote sur un événement qui au départ était difficile et que tout le monde dit mais enfin, moi je n'oserais pas faire ça. Et puis il y en a un qui a osé et puis hop, on se dit ah waouh. Voilà, donc prendre du recul, ça c'est un pouvoir énorme, parce que du coup, on se sent un peu plus fort, et du coup, on arrive à ce que j'appellerais la philosophie. Parce que la philosophie, c'est quoi? Un philosophe, qu'est-ce qu'il fait? Il prend du recul par rapport aux événements, par rapport à ce qui se passe dans le monde, et il analyse ce qui se passe, ce qu'il voit. Alors, vous allez me dire, enfin bon, si vous commencez à prendre les humoristes pour des philosophes, on va où? Bon, je vais quand même vous parler un petit peu de ça, parce que notre Arthur Schopenhauer, philosophe né en Allemagne, a dit « L'humour, c'est le sérieux derrière la plaisanterie ». Donc lui, le philosophe, a senti que ce n'était pas juste pour le plaisir de lâcher une vanne ou de décontracter un groupe un peu fermé, c'est surtout que ça permet effectivement peut-être déterminer des choses sérieuses, mais de façon de le dire de façon très ludique et très simple pour qu'on prête l'oreille. Finalement, c'est ça. Entre écouter un philosophe 1 heure et un humoriste 1 heure, on se dit, parfois on apprend des choses pendant 1 heure chez l'humoriste qu'on n'a peut-être pas comprendre chez un philosophe qui utilise un vocabulaire plus sophistiqué. Alors, le lien entre philosophie et humour est assez clair puisque l'expression « avoir de l'esprit » se rattache au philosophe et à la fois à l'humoriste. Alors, Nietzsche lui-même, qui quand même me semble pas un des plus drôles, a dit « J'irai jusqu'à risquer un classement des philosophes suivant le rang de leur rire ». Donc ça c'est intéressant de se dire qu'il se disait même que le rire était une manière de dominer une matière, de dominer quelque chose du monde, de comprendre quelque chose du monde et d'arriver à en rire, à provoquer quelque chose de drôle de ça. Donc ça c'est quand même, ça c'est Nietzsche. Alors, j'avoue que les philosophes parfois m'énervent parce qu'ils ont les mêmes outils que les humoristes pour pondre leurs théories philosophiques. Quand Karl Marx écrit « Mon livre, Le Capital, ne me rapportera jamais ce que m'ont coûté les cigares que j'ai fumés pour l'écrire », c'est plutôt drôle par rapport à lui-même, une sorte d'autodérision évidemment. Voilà. Ou la réplique de Gandhi qui dit ceci « Que pensez-vous de la civilisation occidentale ?» Et il répond « Ce serait une belle idée ». Voilà, donc on se dit, waouh, ça c'est plané très fort et c'est très drôle, c'est un trait d'esprit qui résume bien une pensée, il connaît l'autre, il sait ce que, voilà, et fatalement, sans prétention, parce qu'on sent bien qu'il y a de l'ironie en disant que lui est placé plus haut que la civilisation occidentale, malgré tout, il y a le fait de situer les choses les uns par rapport aux autres. Alors si les philosophes jouent dans notre cours de récré, c'est plus du jeu. Est-ce que je me mêle, moi, d'éclairer le monde sur LED et le néon ? Je préfère André Comte-Sponville disant « Mieux vaut une vraie tristesse qu'une fausse joie ». Lui, c'est un vrai philosophe, bien pénible, on se dit « bah ouais, ça est ». Ou Schopenhauer qui disait « La vie n'est qu'un pendule qui est aussi de la souffrance à l'ennui ». C'est bien plombant, mais ça, voilà, ça c'est bien, les philosophes, c'est très bien. Par contre, les philosophes pratiquent aussi la mauvaise foi. La mauvaise foi, c'est un ressort magistral en humour, on pratique souvent ça pour arriver à ses fins. Et la mauvaise foi se pratiquait chez les Grecs à travers les sophismes. Les sophismes sont des raisonnements en apparence rigoureux, mais en réalité, ça ne veut rien dire. Bon, par exemple, si je vous dis « le ridicule ne tue pas », or, ce qui ne tue pas rend plus fort, donc le ridicule nous rend plus fort. Comme ça a l'air bien.
Mais ça ne veut rien dire à la base. Hein. Il n'y a pas de lien de cause à effet entre les deux. Mais la logique, le raisonnement permet de se dire, tiens, au fond, mais... Alors après, on peut explorer, on peut se dire, mais peut-être bien que le ridicule rend plus fort. Hein. Et ça, d'ailleurs, dans mon spectacle Trac, j'avais exploré ça en me disant qu'effectivement, le ridicule rend plus fort pourrait être la devise de notre pays à nous, la Belgique. Hein, parce que quand même, la devise actuelle, l'union fait la force, c'est de l'ironie au 4e degré quand même, hein, c'est pas vraiment ça. Alors que le ridicule nous rend plus forts, c'est vraiment ce qui s'est passé chez nous. Je veux dire, quand on se souvient des 540 jours qu'on a connus sans gouvernement, dès le début, le premier jour, le monde entier disait « les Belges n'ont pas de gouvernement », on était ridicule. Mais 6-7 mois plus tard, le pays, toujours sans gouvernement, tenait bien debout et marchait même mieux qu'avant. Et là, le monde entier disait « mais comment vous faites ?» Donc le ridicule nous a vraiment rendus plus forts. Voilà, donc ça marche, ça peut fonctionner. Autre exemple de ridicule qui rend plus fort, c'est que nous les Belges, on rigole de nous-mêmes, hein, on pratique l'autodérision, alors que nos voisins tout proches, dois-je préciser lesquels? Est-ce que dans la salle, il y a des Français? Même des Parisiens? Vous savez, ces gens qui vivent dans une sorte d'écosystème où chacun prend toute lueur d'intelligence pour un éclairage public. En tout cas, c'est sûr que l'autodérision face à l'autosuffisance, il n'y a pas l'auto, ça fait rêver. Donc voilà. Donc le ridicule rend plus fort. Ben écoutez, ça peut arriver. Donc ce qui fait qu'au fond, les sophismes qui avaient été inventés par les Grecs, ça pourrait être une méthode pour développer des théories fantaisistes ou absurdes. On pourrait imaginer créer des sophismes, donc A plus B. Donc A plus B égale C par exemple, et se dire au fond à partir de là est-ce que je peux développer une théorie? Donc ça peut être intéressant. Les philosophes c'est ça aussi qu'ils font, comme les scientifiques. C'est-à-dire que parfois ils observent des choses, ils mettent des éléments entre eux, à coup ils pondent une nouvelle théorie auquel ils n'auraient pas pensé s'ils n'avaient pas associé un élément absurde avec un autre élément qui vient d'ailleurs. Voilà, c'est une façon de pratiquer. Alors la différence quand même entre philosophe et humoriste, c'est que philosophe tente, tant bien que mal, de donner un sens à notre existence. Il essaie de nous soulager de notre malheur de vivre sur Terre, de nous dire mais pourquoi on est là? Et donc le philosophe tente souvent de trouver une idée, oui mais il y a un chemin à suivre, il y a un truc à faire, tu vois, voilà. Donc il veut trouver une solution quelque part pour nous aider comme un médecin qui aimerait sauver des gens qui sont perdus sur leur chemin. Alors que l'humoriste, lui, il s'en fout. L'humoriste, lui, c'est un trait d'esprit qui marche bien dans la seconde. Après, il s'en fout de savoir ce qui va se passer. Ces gens sont mieux en sortant de la salle, il est content, mais il s'en fout de savoir si les gens, après, vont s'en sortir mieux ou pas. C'est pas son but. Le philosophe, lui, a quand même une pensée, une envie de, peut-être par prétention, hein, je sais pas, de vouloir inscrire son nom dans l'éternité, de se dire, je veux développer une théorie pour aider les gens à trouver le bonheur. Voilà. Alors, après toutes ces formes de pouvoir de l'humour, je dois quand même vous donner une limite de ce pouvoir-là. Et cette limite-là, je l'ai trouvée dans un livre formidable que j'avais lu il y a déjà pas mal d'années, de Mikhail Bakhtin, qui est un philosophe russe qui avait écrit sur le rire carnavalesque. Il avait étudié les rapports entre le roi et les bouffons du roi. Il a étudié les rapports entre quand s'exprimait le rire ou l'humour dans des situations de révolution dans des pays ou dans des moments de guerre, par exemple. Voilà. Et il essaie de voir qu'est-ce que c'était. Qu'est-ce que l'humour pouvait procurer? Est-ce que l'humour est libérateur? Est-ce que l'humour peut vraiment apporter un plus? Et lui, il dit en fait que, je vais le lire parce que c'est encore plus simple, il dit que l'humoriste n'est pas un révolutionnaire. On a l'impression qu'il soulève des interrogations, des remises en question de la réalité, hein, qui permet à chacun de se dire « Waouh, si on rit de ça, eh ben c'est bien, on se sent mieux ». Mais au fond, c'est une soupape qui va soulever, mais il ne va pas changer le fond. L'exemple du bouffon du roi est le plus flagrant, puisque le bouffon du roi ne pouvait parler qu'au Moyen-Âge, je sais pas moi, genre au carnaval par exemple, hein, ce jour-là, et puis le lendemain, il rentrait dans ses pénates et le roi reprenait les rênes du pouvoir. Et finalement, le roi, ça l'arrangeait bien qu'il y ait un bouffon du roi, parce que du coup, ce jour-là, lui était ailleurs, voilà, et il laissait faire, et les gens rigolaient en disant « Ah, chouette, on peut lui rigoler, donc notre roi est gentil, il nous permet de rire, il nous permet de s'amuser, c'est génial, il est bien ». Et le lendemain, quand il reprend sa dictature ou son régime un peu fort, eh ben, les gens se disent on a quand même pu, voilà, on va attendre la fois prochaine, ça va revenir. Voilà. Et donc, selon Bakhtin, la limite du pouvoir de l'humour, c'est que quand on enlève les frontières qui séparent l'humour
du sérieux. À un moment donné, on est un peu entre les deux. Moi, par exemple, je vis ça aussi avec les cafés serrés. Le matin sur la première. Demain matin, par exemple, à 7h40, c'est Yann Yambon qui est face à moi. Oui, je l'aime beaucoup. Yann Yambon. Alors, Yann Yambon, en fait, c'est terrible parce que, d'un côté, j'aimerais tellement lui dire tout ce que je pense de la NVA, que j'ai déjà écrit dans des spectacles, que j'ai dit dans des chroniques, etc. Et en même temps, à la RTB, je sais qu'eux veulent que la NVA vienne plus souvent dans les émissions. Parce que tant qu'il y a la Flandre qui reste chez elle et les Wallons qui restent entre eux et qui ne se parlent pas, tant qu'il n'y a pas de dialogue, on n'avancera pas, on restera toujours sur son petit territoire en disant « Ouais, les francophones ne nous accueillent pas », comme nous on dira « Les Flamands ne nous parlent pas gentiment, ils sont toujours… » Il vient. Donc on se dit « Chouette, il y a une sorte d'ouverture ». Mais comment trouver le moment, l'équilibre entre dire les choses que je veux vraiment lui dire sans provoquer ce qu'on appellerait le bashing, c'est-à-dire « Va te faire voir, ne reviens plus jamais ». Voilà. Moi j'ai une fois fait ça où on m'a vraiment… C'était Van Oversveld, ce ministre vraiment pas possible qui connaît rien en calcul alors qu'il s'occupe d'économie, de finances et de je sais plus quelle économie ou finance là, Van Oversveld, enfin bon, l'argent, etc., les budgets. Chaque fois qu'il remet un budget, tout le monde lui dit mais enfin c'est pas juste, il y a des erreurs, il y a des problèmes, et chaque fois on lui montre les chiffres. Donc moi, pour ironiser de façon gentille mais quand même en disant les choses, j'ai dit écoutez c'est normal, votre nom Van Oversveld ça veut dire tout au-dessus des champs. Donc, comme vous planez au-dessus des champs, fatalement, de loin, vous ne voyez pas les chiffres de façon réelle, les chiffres concrets. Donc, vous n'êtes pas rigoureux. Il est sorti de là, il était énervé parce qu'il ne savait pas qu'il y avait un billet d'humeur et d'humoriste juste avant l'interview sérieuse. Il pensait que j'allais poser des questions sérieuses. Et donc, il y a eu vraiment un problème. Et on m'a dit, écoute, Bruno, tu peux faire l'ironie si tu veux, pratiquer l'ironie, mais on aimerait bien qu'il revienne, Van Oversveld. Voilà, c'est comme Yann Yambon. Donc là, je suis en train, avant que vous arriviez dans cette salle, d'écrire un truc sur lui, en me disant, tiens, je vais parler de la Catalogne, en me disant, ce serait bien que Yann Yambon, vous alliez comme médiateur entre le pouvoir espagnol et les Catalans, et de proposer à Rajoy de prendre des Catalans dans son gouvernement, comme a fait Charles Michel avec la NVA, qui était très indépendantiste avant le gouvernement et qui là l'est encore un peu, mais un petit peu moins. Voilà. Donc j'ai envie de dire ça, j'ai envie de dire que la Flandre veut son indépendance, mais qu'effectivement, comme elle est au gouvernement fédéral, elle commence un peu à dire oui, mais non, etc. Et donc, mais voilà. Donc je suis là-dedans. Mais donc je sais que mon problème, c'est ce que rappelle ici Michael Bakhtin dans son livre, c'est que quand on commence à être très proche, etc., de ne pas avoir la tribune libre, moi tout seul, sans personne devant moi, je me sens beaucoup plus à l'aise de taper sur la NVA. Et quand il est là fatalement face à moi, je dirais des choses, mais un peu plus gentiment, parce que je sais que ce serait bien qu'il revienne et j'ai envie qu'il reçoive ça avec une sorte d'humour. Voilà, qu'il rigole de ça, qu'il en arrive à en rire. Voilà, donc ça c'est un des problèmes de mêler le sérieux et le divertissement. Si vous avez des idées pour Yann Yambon demain matin, vous m'en écrivez quelques-unes et je citerai les noms de ceux qui m'ont donné des vannes. Je dirais que ça vient de Humons. Voilà, donc c'est ça dans l'émission Un samedi d'enfer que je produis sur la première le samedi matin entre 9 et 10, où on reçoit un politicien pendant quasiment une heure, ou parfois hors politique, mais souvent c'est des politiciens. Là, on va recevoir Philippe Clause vendredi prochain. Eh bien, là aussi, on se pose des questions sur comment… Donc là, on a des vraies rubriques auxquelles il ne répond pas, qu'on lui lance dans la tête, pourquoi on vous invite, pourquoi on ne vous invitera plus. Donc là, c'est clair qu'on lui rentre dedans. Et en même temps, il y a d'autres moments où on le laisse parler, venir, et là, on est un peu plus cool, plus tendre, plus gentil. On laisse venir. Et on sait qu'il y a des maîtres en la matière, comme Didier Renders ou Christine Defraigne, qui sont des personnes qui ont tellement de bagou et de confiance en elles que ces personnes-là vous répondent tout le temps, ont beaucoup d'humour, et donc elles s'en sortent très très bien de l'exercice. Voilà. Et donc en fait on se dit elles sont bien ces personnes-là, mais ça ne veut rien dire en fait. C'est parce qu'elles ont de l'humour qu'elles sont vachement mieux en politique. Il y a juste que nous on se dit si Di Rupo par exemple avait de l'humour par rapport à ce que Ludgen lui a infligé le 19 juin, on l'aurait trouvé formidable. Voilà. Moi, je me souviens que le 20 au matin, c'était Rudy Demotte qui était face à moi à la matinale du matin première, et tout le monde était effondré en disant mon Dieu, il va sûrement être effondré. Et il a dit, vous savez, moi,
je retournerai à Tournai comme bourgmestre, et puis voilà, quoi, tu vois, très... Et du coup, le fait qu'il n'y ait pas d'agressivité faisait que tout à coup, on disait, ah ben, c'est bien, il prend du recul, il est bien, etc., voilà. Donc c'est vraiment des attitudes assez... Mais tout ça vient de ce mélange entre pouvoir et divertissement qui est mêlé, et qui fait que, voilà, c'est pas toujours facile de trouver sa place, et l'humoriste risque d'être un peu cireur de pompe, entre guillemets, si le mélange est trop présent. Et en tout cas, voilà. Mais en même temps, sincèrement, moi, quand j'ai commencé à écrire des spectacles, j'ai toujours tapé sur ce que j'appelle les figures paternelles, c'est-à-dire l'autorité, donc le roi, le pape et tous les religieux de la terre et les hommes politiques. Parce que pour moi, ce sont ces gens qui ont un pouvoir, donc c'est normal que je les accuse, enfin, que je leur rentre dedans, hein, et pas les citoyens qui, eux, ben voilà, sont comme moi à la base, quoi. Mais j'ai jamais pensé qu'un texte pouvait modifier quelque chose. Donc j'ai jamais su dit, comme Bakhtin le disait, qu'on peut croire que certains sont révolutionnaires dans leur humour, mais moi je crois plus, comme tout à l'heure je disais sur les essuie-glaces qui permettent d'avancer sans changer la tempête de neige qui n'arrêtera pas, je me dis si on peut avancer encore grâce à l'humour, c'est important. Les gens ont besoin de ça, les gens ont besoin d'histoire. Alors là, je vous livre un truc aussi que je n'ai pas développé trop, mais que j'aimerais bien vous livrer parce que pour moi, c'est vraiment super important pour comprendre mieux le complotisme, les fake news, le storytelling et tout ça. C'est que je me dis, on est tous là à se dire, mais comment ça se fait que des mecs, aujourd'hui, en 2017, alors que le 11 septembre, on a quand même vu des images des 2 tours s'écrouler, qu'on a vu des gens mourir, etc. Comment ça se fait que des gens puissent encore dire, ça n'a pas existé, ou bien c'est un complot total et qu'il n'y a rien eu. Bon. Je ne dis pas qu'on sait la vérité totale de tout ce qui s'est passé. Bon. Mais le fait que des gens s'inventent des histoires, de toute façon, ça, on ne peut pas l'empêcher parce qu'on est tous, depuis la nuit des temps, depuis le premier homme sur Terre, et même quand on est bébé, qu'on vous raconte des histoires au lit tous les soirs, on a tous besoin d'histoire. C'est-à-dire que c'est pour ça que les humoristes ont tant de... et les philosophes aussi, et les gens qui sont dans la fiction, ont tant de succès auprès des gens, c'est parce que moi, par exemple, quand j'ai eu l'attentat de Yasmina Khadra, je ne sais pas si vous avez lu celui-là, sur c'est un médecin, je crois, qui découvre que sa femme s'est fait exploser. Eh bien, en lisant le livre, j'ai mieux compris comment on peut en arriver à se faire exploser. Non pas pour excuser la chose, mais le fait d'avoir une histoire, d'avoir quelqu'un de concret, un être humain qui vous raconte son histoire, eh bien, l'histoire permet de rentrer, d'avoir une empathie, d'être dans l'histoire, d'être dedans, de mieux comprendre les choses. Quand on vous donne des chiffres sur Lampedusa ou les migrants qui meurent en Méditerranée, qu'on vous dit qu'ils sont 300 ou 300 000 ou 3 millions, ben ça ne veut plus rien dire. Quand on dit elle s'appelait Sarah ou elle s'appelait, je ne sais pas, Kevin ou j'en sais rien, enfin bref, peu importe, et que tu racontes sa vie, mais là tu es bouleversé, tu ne peux plus faire autrement. Donc voilà, alors je parle de ça, c'est parce que je sens aussi que les humoristes sont devenus comme nécessaires parce qu'un humoriste, fatalement, va raconter une histoire qui n'est pas vraie, qui est fantaisiste, qui est à côté, etc. Il va partir de deux, trois éléments réels et il va en faire une histoire. Il va raconter, il y aura un récit. Voilà. Et le récit, ça c'est primordial. Et c'est pour ça que les fake news peuvent prospérer, puisqu'on est prêt à croire des histoires. Pour ça que le complotisme existe, parce qu'on est prêt à croire des histoires. Et c'est pour ça que le storytelling, qui est un truc, je ne sais pas qui l'a inventé, mais en tout cas qui prospère partout, dans tout le monde entier. Tous les politiciens ont quelqu'un qui écrit leur vie au jour le jour, parce qu'on est prêt à croire ça. Je veux dire, le plus bel exemple de storytelling, c'est notre Sarkozy qui, le samedi, reçoit Kadhafi, pas à l'Élysée, mais à Paris, sous une belle tente. Il se fait enguirlander et le lendemain, qu'est-ce qu'il fait? Il est à Euro Disney qui rencontre Carla Bruni. Pour aller voir sur le truc, c'est comme ça, c'est 2 jours l'un après l'autre. Donc le lundi, qu'est-ce que Libé, Figaro font? Fatalement qu'ils parlent des deux, mais en même temps, le fait de parler d'eux, c'est Sarkozy qui crée l'événement c'est lui qui crée l'événement au fil du temps. C'est lui qui dicte ce qu'on va faire. Alors que l'opinion voudrait justement prendre du recul et pouvoir parler que d'une chose. Mais il ne peut pas, parce qu'il doit parler qu'à la Bruni, évidemment. C'est un événement majeur, puisque Sarkozy rentre gratos à Euro Disney, vu qu'il est plus petit que la barrière où tu dois payer. Donc voilà, en fait, le storytelling, c'est quelque chose de... Ça fait même partie que le complotisme. Dans le storytelling, c'est aussi savoir que 6-7 mois avant le 11 septembre, eh bien, notre Bush, qui est quand même le plus formidable des mecs, avait réuni des scénaristes d'Hollywood
pour imaginer ce qu'il ferait en cas de problème, en cas d'attentat. Donc il réunit des gens de fiction, des gens pour savoir que raconter aux gens, comment élaborer, comment riposter, qu'est-ce que vous imaginez comme scénario pour riposter. Donc voilà, on est tous dans des histoires pas possibles. Et donc on se raconte tous notre vie. Il ne suffit pas de dire je suis né le 23 mars 50 à tel endroit, c'est pas mon cas. Hein. mais je veux dire, quand on raconte à quelqu'un, quand on raconte une fille qu'on aime bien, on lui raconte une vie un peu plus chouette, ou alors oh non, tu sais, j'ai eu mal, j'ai dur, etc. Enfin, on brode quoi, on brode toujours, on est tous dans des histoires. Et donc, je reviens à ça pour parler de l'humour, c'est que je me souviendrai toujours bien sûr du fameux jour du Bataclan le 13 novembre, en 2015. Et donc, c'était le vendredi soir tard, et donc le lundi matin, je faisais le café serré. D'ailleurs, c'est Didier Renders qui était là d'ailleurs. Et tout le week-end, le samedi, j'ai pleuré en regardant les images. Enfin, voilà, pour moi, c'était la fin du monde, d'autant plus que je sortais du spectacle que j'avais mis en scène, c'était de Pierre Kroll, qui connaissait les 5 de Charlie Hebdo. Et en voyant le Bataclan arriver, on se dit, bon Dieu, on commence à tuer des gens dans des salles de concert où ça va s'arrêter. Voilà, ça devient, c'est plus des cibles politiques, ça devient n'importe qui. Et donc, moi, je vais préparer mon café serré du lundi matin. Et donc, je savais que je devais parler de ça. Je ne peux quand même pas commencer à parler des grèves des techs en Wallonie. Ce soir, mais je me dis, mais comment je vais faire rire avec ça? C'est pas possible. Et donc, j'ai écrit un texte. Ça m'a pris pas tout le week-end, mais enfin, je ne sais plus combien d'heures. Enfin, c'est la folie générale. Et j'ai commencé par me dire que ce qui pouvait peut-être mettre du baume au cœur, c'est de partir d'une chanson que tout le monde connaît. C'était celle de Jacques Dutronc. Et j'ai trouvé le jeu de mots sur la tour Eiffel, à froid aux pieds. Et j'ai commencé comme ça, pour ne pas commencer dans le dur, dans le grave des morts, mais de me dire qu'est-ce que ça a donné l'effet sur Paris. Et donc je commence comme ça. Et donc j'ai fait un texte le lundi matin sur antenne. Didier Renders ne m'a pas interrompu parce qu'il voyait bien quand même que je n'étais pas dans un état tout à fait normal, même lui non plus n'était pas tout à fait dans un état normal. Et je sors de là et tout de suite j'avais des messages de profs de français, de profs ou d'histoire qui voulaient que j'envoie le texte pour parler de ça en classe. Mais je dis, attendez, prenez le soir, prenez la Libre Belgique, prenez les journaux qui parlent des événements tels qu'ils sont vécus. Moi, j'ai raconté une histoire, ma version, mon récit. Non. Les jeunes, ils savent déjà tout ça. Ils ont sur leur smartphone les événements, ils savent le chiffre, ils savent qui, etc. Ce qu'ils veulent, c'est qu'on leur raconte qu'il y a un point de vue, qu'il y a une opinion, qu'il y a un sentiment. Voilà. Et donc, l'humoriste ou les philosophes sont des gens qui donnent des points de vue, un sentiment sur les événements, sur la réalité. Et les journalistes, eux, normalement, ne font pas ça. Les journalistes veulent rester objectifs, même si parfois certains ont des billets d'humeur quand même. Hein. Mais souvent, ils vont rester dans l'objectivité totale. Et le problème, c'est que ça ne marche pas. Être objectif, ça ne suffit pas. Il y a une histoire à raconter. Et c'est compliqué parce que du coup, ils quitteraient leur rôle de journaliste pour devenir ceux qui font un récit. Voilà. Et c'est pour ça que beaucoup de journalistes se tournent vers les MOOC, donc les magazines trimestriels comme 21, comme Médor, comme Wilfried ou comme d'autres, qui eux prennent le temps du recul pour se dire, alors là, comme je prends le recul, c'est tous les 3 mois, je peux commencer à faire un récit parce que je ne suis pas dans le quotidien de l'actualité brute que je dois absolument analyser. Là, voilà. Voilà, alors je raconte tout ça, c'est parce que je crois que c'est des pistes intéressantes pour explorer, pour expliquer pourquoi il y a autant d'humoristes, pourquoi on veut autant d'humoristes aujourd'hui dans les émissions sérieuses. Mais du coup, ça pose problème parce que l'humoriste, du coup, se prend au sérieux, ce qui n'est pas une bonne idée, et que j'essaye, mais parfois je suis parfois un peu moraliste avec certains. Par exemple, l'autre jour avec Jean-Jacques Cloquet de Charleroi sur Ryanair, qui disait que Ryanair avait supprimé plein de vols. Voilà, j'ai failli dire, et je lui ai dit, mais écoutez, arrêtez Ryanair, c'est un modèle qui ne peut pas exister sur la durée. Parce que à 20 € pour aller à Milan ou 20 € pour aller à Portugal, tout le monde le fait, évidemment, du coup, parce que c'est moins cher que la voiture, que le bus. Donc fatalement qu'on le prend, mais c'est sur long terme, enfin, on est dans un monde qui va droit dans le mur. Ça, je me suis rendu compte après que j'aurais pas dû être dans la morale. J'aurais pas dû lui dire arrêtez ça c'est un billet d'un journaliste ou de quelque chose. J'aurais dû trouver une façon
différent de raconter les choses. Mais bon, voilà. Et donc, c'est pour vous dire que la limite de l'humoriste, c'est de se prendre au sérieux parfois. Et ma foi, sur France Inter, j'entends parfois des humoristes que j'aime beaucoup, mais d'autres que je trouve vraiment trop dans la morale. Et du coup, là, je me dis, on n'est plus dans l'humour. Et donc, c'est grave parce que du coup, le politique, alors, a un droit de réponse qui n'est plus le même qu'avant. Quand un humoriste, quand un bouffon du roi lâche une vanne devant le roi ne répond pas, il laisse faire, il dit ben voilà, c'est comme ça, c'est la pratique, c'est la chronique. Mais quand ça devient comme au Parlement, quelqu'un qui lui répond ah ben vous avez fait ceci, eh ben ça qu'il faut faire, ben le mec il peut répondre et alors là il y a plus d'humour, quoi. C'est quelque chose qui va plus. Voilà. Bon. Je vais arrêter pour passer à la partie récréative et vous amener par différentes méthodes peut-être à développer ce que j'appellerais le sens de l'humour que vous avez tous fatalement un petit peu en vous, mais que peut-être vous n'osez pas l'exprimer, que vous avez peur d'être ridicule en le faisant, mais comme le ridicule rend plus fort, j'espère que vous allez participer. Alors, c'est un exercice qui s'appelle le lac des sigles. Le lac des sigles. Alors ça, c'est un truc assez intéressant. Je trouve ça intéressant parce que c'est pas très compliqué à travailler, c'est pas très long à pratiquer puisqu'on va partir de sigles. Alors, vous allez sur une feuille que vous avez sûrement devant vous, vous allez à voix haute balancer des sigles de choses qui vous énervent dans le quotidien. Donc des sigles d'objets, de moyens de transport ou de radio, quoi, des trucs en 3-4 lettres. Voilà, des sigles, des acronymes, tout ça. Qu'est-ce qui vous énerve? Et alors surtout, dès que vous lancez à très fort, vous notez tous cela, et après vous en choisirez un, que vous travaillerez par 2 par exemple, et puis après vous en ferez un tout seul pour bien montrer que c'est vous qui l'avez fait, ce truc-là. D'accord? Alors quels sont les sigles de choses qui vous énervent dans la vie quotidienne? l'AFSCA, oui. AFSCA, c'est ça? Oui, hein, voilà. Que j'avais rebaptisé Kafska, tellement que c'était absurde. La commandature de l'agence de la chaîne alimentaire. Alors, Kafska, c'est très bien. Tech, j'ai entendu tech. TEC, oui. D'autres? Pardon? SNCB. CPC? C'est quoi CPC? Cours de philosophie de citoyenneté, d'accord, ok. CPC, il y a la CBC aussi, CBC Banque, mais c'est peut-être moins. Voilà. CPC, très bien, ça t'énerve vraiment apparemment. Alors, d'autres sigles encore. TVA, oui. FGTB. NVA. PIB. L'ABC. Un AVC. Ah oui, oui ça... Pour ça que pour pas avoir d'AVC, je ne fais pas de sport. Donc pour moi, AVC, ça veut dire athlétisme, vélo, cross-country. Alors, d'autres? Conséquent. C'est un sigle, ça? Ça, c'est un mot très long, monsieur. Un sigle, c'est 3-4 lettres, hein, ou un acronyme. Pardon? Le QI. Non, mais PIB, c'est... Ah, j'ai compris, PIB, c'est pour ça. Pub, ouais. Mais on va le prendre quand même, PUB, ouais. Si, ça va aussi. Pardon? L'IFA-PME, oui. La PVVVK? C'est quoi ça? C'est un parti de Mons, ça? Bon, ben, vous prenez, je ne sais même pas ce que ça veut dire, mais allez-y, hein, choisissez. Oui. Le sida. Ah, pardon, le CETA. Je ne sais pas ce qui est plus grave, hein. Le CETA, CETA, oui, bien dit. Alors, d'autres trucs un peu internationaux comme ça, c'est bien aussi ça. Allez-y, des trucs un peu mondiaux. L'ONU, OGM, OTAN, l'OTAN. Le quoi? DSK. Très bien. Alors, l'ONU, hein, ONU. Les USA, quand même. USA. Pardon? MSTA? Bon, ben, je sais pas, allez-y, notez-les. Ah, ça, c'est déjà, c'est pas ça qu'elle a dit devant? Alors, encore 2, 3, dans tout ce qui est radio, chaîne, tout ça, non?
TF1. Web, c'est 3 lettres, oui. RTL. RTBF, comme ça tout le monde est content. Le CV. Ah, bon ben, oui, pourquoi pas. Ok. L'ONEM. Ça se dit encore l'ONEM, c'est pas changé de nom, ça? C'est toujours pareil? Ah bon. PDG, c'est bien. Oui, PDG, c'est bien, ça. Bon, parfait. Ah, CIO, c'est bien aussi, ça. Oui, CIO, c'est... Ouais. Bien. Alors, on va en travailler un tous ensemble, le même. Et puis après, je vous laisse travailler par 2, ou 3, ou 4, comme vous voulez. Et puis après, vous en ferez un 3e individuel. Comme ça, vous voyez vraiment comment faire cheminer le travail, le jeu. Alors, on va prendre un sigle qui n'a pas été dit et qui pose quand même c'est le GSM. Alors, est-ce que quelqu'un sait ce que ça veut dire d'abord? Global System. C'est un mot américain, on s'en fout. Donc voilà, donc GSM. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire avec ça? L'idée, c'est que quand quelque chose vous énerve dans la vie, quand le matin vous levez et que pendant 1 heure vous entendez des choses qui ne vont pas, et que vous dites, alors il y a un truc qui m'énerve, si c'est l'AFSCA par exemple, eh bien je prends l'AFSCA, je trouve la définition de ces l'AFSCA et je trouve ma définition à moi, qui sera composée de 5 mots, un qui commence par A, par F, par S, par C et A. D'accord? Voilà. Alors GSM, on va faire pareil. Donc on va essayer de trouver un mot qui commence par G, par S et par M. Mais avant de foncer, l'idée du jeu, c'est de se dire, autant trouver une définition qui soit porteuse, qui ne soit pas juste comme ça pour le plaisir, qui soit moins une moquerie qu'une ironie, voire le cynisme si on veut, et donc passer par l'étape intermédiaire de se dire qu'est-ce qui m'énerve dans le GSM, pourquoi ça m'énerve, pourquoi j'aime pas ça, cet engin-là, et donc on va trouver quelques arguments que vous allez me lancer comme ça à voix haute maintenant, et vous les notez, et à partir des mots que vous allez pondre là-dessus, vous allez trouver des mots qui commenceront par G, par S et par M, et vous ferez votre définition du GSM qui vous sera personnelle. D'accord? Alors, qu'est-ce qui vous énerve dans le GSM, par exemple? Il est bruyant. Bruyant, dérangeant, ouais, c'est bien. Comme j'écris très très mal, on va rien comprendre de ce que je raconte. Intrusif, oui. Encombrant. Le quoi? Maléfique? Ah oui, addictif, ça c'est bien ça, oui. D'autres termes, d'autres défauts, quoi? Déchargé? Toujours déchargé, oui, ça c'est vrai. Oui, donc quoi, pas... Décervelant? Ah, c'est pas mal comme mot. Bon, il n'y a pas un argument négatif qui vous saute aux yeux encore? Ben oui, c'est cher, c'est coûteux, hein? Bon. Bon, alors quoi d'autre encore? Ah ouais? Ah oui, isolant, oui, d'accord, en ce sens-là, oui. Non, mais ça isole, mais en même temps, comme c'est fait pour relier, mais c'est vrai que ça isole aussi, puisque les gens ne se parlent plus. Hein, voilà, ils regardent des choses, ils regardent toujours leur écran, etc. Isolant. Et oui, alors en même temps, je m'adresse aux plus jeunes d'ici. Est-ce que quand vous aviez ça vers 15-16 ans, c'est pas genre un moyen pour les parents de savoir où vous étiez? Contrôlant aussi, tu vois. Quand tu dis isolant, je pense du coup au fait de non pas de relier, mais de savoir où tu es. Donc contrôlant, voilà. Voilà, alors, donc on a isolant, contrôlant, bruyant, dérangeant, intrusif, encombrant, addictif, décervelant, coûteux. Alors, vous avez donc 3 lettres, G, S et M. L'idée, c'est de prendre l'argument que pour vous est le plus énervant, le plus fort de tout cela, hein, ce qui vous semble vraiment déterminant dans le fait de si vous pouviez jeter votre GSM, ce serait quel mot. Et à partir de là, vous essayez de trouver des synonymes, des mots qui ont rapport avec ça.
tu vois, pour essayer de trouver un mot qui commence par G, et puis un par S et par M. Bon, un exemple. Bon, si on veut prendre le côté que ça coûte cher, comment peut-on définir des mots concrets pour dire que c'est cher? Avec G, avec S et avec M. Le téléphone, c'est quoi? Des sous, monnaie, la monnaie, voilà. Alors que ça pourrait être quoi, un GSM? Un gouffre? Oui, ça c'est bien, le mot gouffre, c'est parfait. Un gouffre, oui, super. On peut mettre un adjectif ou un verbe, ou un d'autres verbes, hein, si on veut, on peut mettre des mots comme on veut. Hein. Donc un gouffre, super, voilà, tout comme ça. Ou un gros suceur de monnaie, par exemple. GSM, gros suceur de monnaie. Ça, voilà, comme ça, on voit un peu le style. Donc l'idée, c'est ça, c'est d'avoir un truc à défendre et de trouver 3 mots qui correspondent à ça. Si on veut prendre l'idée de que c'est très contrôlant, donc quelqu'un vous surveille par le GSM, gardien, S comme superviseur ou surveillant, et M maternel, par exemple. Voilà. Donc ça pourrait devenir quoi? Grave ou grande surveillance maternelle, par exemple. Tu vois, GSM. Voilà. Donc l'idée, c'est de trouver une définition avec 3 mots qui vous permettent d'exprimer ce que vous pensez de l'objet. Je vous assure que quand on fait ça, sur l'OTAN, sur l'ONU, sur les USA et tout ça, ça libère le matin, vous ne pouvez pas savoir. Donc je vous invite tout de suite à... dans la liste des sigles que vous avez notés tout à l'heure, hein, donc ONU, SIDA, AFSCA, etc., vous êtes 2 par 2 ou 3 par 3, ou accouplez-vous comme vous avez envie. Hein, de toute façon, l'UNIF, c'est fait pour ça. Vous, toi, tu es tout seul, là. Sinon, vous pouvez vous rapprocher aussi. Hein, voilà. Et donc, vous choisissez un qui vous énerve vraiment à deux ensemble. Choisissez un qui vous énerve vraiment. Vous choisissez, vous déterminez pourquoi ça m'énerve. Vous mettez plein de mots. Ça m'énerve parce que. Là-dedans, vous prenez l'argument le plus fort et vous trouvez une définition de l'OTAN, l'ONU, les USA, etc. OK? Allez-y. Le secret, c'est d'écrire des mots, hein, vraiment. Il faut passer par le filtre. On choisit un et on vraiment, pourquoi ça m'énerve, qu'est-ce qui ne va pas. Vous mettez plein de mots, puis des synonymes. Et à un moment donné, il y a un mot qui va pouvoir, foncer dans l'une des lettres du sigle. Alors, si quelqu'un, pas tout de suite, hein, mais dès que quelqu'un a une définition, je propose qu'il vienne l'écrire ici pour qu'on la découvre au tableau, au fur et à mesure. Hein, mais vous avez le temps. Hein. Non, mais ils vont venir l'écrire. Hein. Ou me la dire, voilà.
On peut applaudir le premier quand même, hein. Je t'en prie. Ah oui, déjà on voit pas le truc au-dessus. Attends, parce que le... Non, c'est pas toi. Je crois que normalement... Voilà. SNCB. Salle navette. Coûteuse. Coûteuse, bordélique. Et bordélique. On peut mettre un petit « et » entre les deux, c'est pas grave, hein, ça peut marcher. Ok, d'accord. Voilà. Le cri du cœur. L'accent circonflexe sur le « u » de coûteux n'est pas nécessaire, c'est déjà très cher comme ça déjà. On ne va pas en rajouter, mais ça peut marcher aussi. Ah, ça s'active, c'est bien. Venez, venez. Non, mais venez en même temps, hein. Allez-y. Oui, c'est de l'eau. Qu'est-ce que vous croyez, vous? Vous voulez de la vodka, vous, quoi? Bah, visible. Ah, le CETA. Je trouve que vous croyez. Ok, parfait. Bon, il y a des lettres qui manquent, hein, mais c'est pas grave. Ici, c'est pas l'orthographe qui compte. Pour l'instant, c'est les idées et les pensées. Puis après, PDG. Ah. Petit. Petit dictateur. Gringeant. Guindé. Ah, c'est pas mal. Petit dictateur. Bravo, bravo. Ouais. On changera de feuille après. Hein. Ouais. Non, on arrête là, s'il vous plaît. Allez-y là. Il y a plus de place là. Non, je vous laisse. Vous écrivez. Allez-y. Bon, les suivants, il faut venir. Il faut qu'on accélère, sinon ça va prendre 3 heures si tout le monde doit y passer. Réclame. Ah ouais. Ouais. Là, vous avez raison, madame. Trop brutal et fréquent. Oh oui, madame, vous avez raison. Vous avez raison, madame. Je râle aussi. Oui. Je râle comme vous de ces tunnels de pub. Œuvre. Non. Non universel. D'accord. Ok, on continue. Allez-y. Notre feuille, hein. Voilà. Tech. Toujours en congé. Ah non, c'est pas ça. En colère. Ah, pardon, excusez-moi. Toujours en colère. Très bien. Pub. Bon. C'est très bien, il sort des clous. Hein. C'est pas un sigle, mais c'est pas grave, il sort des clous, c'est parfait. Poubelle, universellement, non Non. Hé. Dis, t'es dans PG quelque chose, là. Qu'est-ce que c'est ça c'est U, hein? Oui, mais c'est pub. Ben, le U, il est où?
Ah, universel, il me semblait bien. Pas général, universel. Ok, encore d'autres là? Ah, baratin, parfait. Tu peux enlever la feuille, prends une autre feuille, prends la suivante. Ah, sauf si c'est très court. Autant. Ah oui, ça vous concerne ça, hein? Ouvre ton âme noire. Oh là! Ah là, on a la poésie là maintenant. Oui, oui, c'est bien aussi, hein? On peut effectivement passer de choses plus crues et des cris du cœur à des choses plus poétiques ou métaphoriques. Alors, c'est quoi ça? C'est autant? Le sigle, c'est quoi? Ah, pardon, ONEM. Ah, voilà. Officiellement, navrant d'ennui et de méfiance. Waouh! Bravo. Ah, NVA. Je peux garder pour demain pour Yann Yambon, vous croyez? Non, ça je peux pas. Non. Ça je peux pas. Ça commence mal. Nique les valeurs nique tes valeurs démocratiques. Ah oui, c'est ça. Et nique les valeurs antidémocratiques. Non, nique les valeurs démocratiques. Ah oui, mais donc... Ça... On va revoir sa copie, hein, je crois. Bon, on voit le sens, mais il faut peaufiner. Hein. Voilà. Ah. Nul. Nul venu. Venu d'ailleurs. C'est vrai. Ils sont assez extraterrestres. Ok. Alors, oui. C'est une NVA aussi, d'accord. Mettez-la un peu plus haut. Là, nouveau. Oui, voilà. Nouveau. Voyou. Ah ouais. Arrogant. Ah. Oui, pas mal, pas mal, pas mal. Encore un, encore deux, et puis après on va en faire un autre. Voilà, comme ça, je crois que tout le monde a compris le système quand même. Hein. Ah, il vient aussi le gamin. Allez, vas-y. Viens, Kevin. Oui, change de feuille. Ben, RTL, c'est bien. Voilà, RTL. Réalité. Télé. Lamentable. Réalité télévisuelle lamentable. Oui, ok. Ok. Suivant. On va arrêter là, comme ça on change de jeu après. Voilà. CDH. Ah. Bon. Cancre du Hainaut. Ah, USA. C'est ça que je voulais. Ultime sanctuaire. Waouh. À Merloc, ultime sanctuaire à Merloc. Mais ça, c'est presque une définition telle quelle, non? SNCB. Sans notre... Calatrava. Chouette, on va découvrir le mot après. Levez un peu la feuille pour qu'on découvre le mot en B, parce qu'on l'a pas. Sans notre Calatrava, brigand. Bon.
Non mais voilà, déjà c'est intéressant, c'est une sorte de grand défouloir, hein, vous avez remarqué. C'est un beau défouloir. Alors maintenant, je vous demande individuellement, donc ne plus vous aider de votre copine, votre copain ou votre voisin, j'aimerais bien travailler sur les USA avec tout le contexte que ça donne, Donald Trump, tout ça. Donc vous travaillez sur un seul, le cycle, tous ensemble on va travailler là-dessus, et vous allez voir qu'on va pouvoir pondre, peut-être pas 300 ou 400 différents, mais que vous allez tous trouver des choses assez différentes avec 3 lettres, USA, d'accord? Alors, de nouveau, pour trouver USA une bonne définition, bien rentre dedans. Alors, si vous aimez les USA et Donald Trump, faites un truc positif, évidemment, hein, il n'y a pas de raison. S'il a été élu, c'est quand même qu'il y a des gens qui l'aiment bien. Hein. Et sinon, vous devez passer par le filtre « Pourquoi il m'énerve ?» D'accord ? Trouvez les arguments, pourquoi il m'énerve vraiment. Et à partir de là, avec les mots sur votre feuille, vous allez en trouver qui vont commencer par USA ou des synonymes, etc. D'accord ? Allez, je vous laisse 7 minutes pour travailler là-dessus, une définition. Et on va essayer de découvrir là, on ne va pas les écrire, ça va être trop long, mais découvrir un peu ce que vous aurez pondu comme définition des USA. Je dis Trump, mais c'est plus général, les USA. Hein, voilà. Allez-y. Ok, on s'arrête à l'exercice. Vous pouvez continuer chez vous après, évidemment, toute la nuit s'il le faut. Alors, il y a un micro qui est là, donc il faudra que tu cavales vite, hein, parce qu'il y a des escaliers à monter. Donc, ceux qui ont une bonne voix le disent d'office, et ceux qui veulent un micro, on va vous tendre un micro. Allez-y, donc USA. USA, ultime suffisance et tannerie. Et tannerie? Non. Ah oui, et suffisance, c'est joli, j'aime bien celui-là. Et ânerie, ultime suffisance et ânerie. Ânerie, oui. Suffisance, c'est joli. Ok, quelqu'un d'autre? Urine sur les autres. Est-ce que c'est une allusion à la Golden Shower en Russie, où Trump était... Ultra-sauvagerie des armes. Ah ouais, pas mal. Ultra-sauvagerie des armes. Pas mal, pas mal. Oui. Urticaire sérieusement assuré. C'est quoi? Urticaire. Urticaire. C'est vrai, ça donne de l'urticaire. Ok, oui. Urne sans âme. Urne sans âme. C'est bien, mais là on a envie de commenter, d'avoir un truc plus long, mais c'est bien, c'est le début, je parlerai de ça après. Oui. Utopie sans avenir. Utopie sans avenir. Celle de Trump. Oui, à gauche, là il y a... Unineurone sectaire armé. Attends, mais le début c'est quoi, Unineurone. Unineurone sectaire armé. Oui. United States of Assholes. Bon, parfait. Alors, oui. Uluberlu sans atout. Sans atout. Pas de H à Uluberlu, mais vous avez raison, c'est très bien. C'est très bien. Elle a raison. Elle détourne les codes, c'est parfait. Oui. Usage spontané des armes. Ah ouais, purée, c'est juste. Ouais, bien trouvé. Unité sans amour. Attends, oui. Unique source d'andouille. Oui. Univers du surpoids absolu. Ah, c'est pas mal. Unité de surpoids absolu. Excellent. Ah, mais c'est bien, voilà, c'est d'autres domaines que Trump ou la politique, c'est sur le surpoids en général. Oui. Usine à suprémacistes attardés. Ouais, usine suprémaciste attardée, pas mal. Hein. Vous voyez qu'on peut vraiment en trouver beaucoup avec les mêmes 3 lettres. Hein. Oui. Encore quelques-uns, puis oui. Urticant et ségrégationniste andouille. Oui, il y a des mots qui reviennent, évidemment. Fatal. Il y a Kevin qui peut parler en micro, apparemment. Non, Kevin, c'est en bas, hein, tu sais bien. Uranium sans attache. Allez. Poum. Oui, alors là, quelques-uns, puis après, on va... Si vous avez une bonne voix, dites-le tout de suite. Oui. Utile, si amer. Oui, si amer, je vois bien utile. Non. Moi, j'avais une salle à faire et... une salle à faire. Oui, c'est vrai. C'est pas mal. Et alors une autre dans le même genre, une stupidité affligeante. Ah oui, stupidité affligeante. Ok, encore 2, 3, et puis on va passer à la suite. L'utilisation d'un singe arrogant. Un singe arrogant, oui. Ubuesque
société arrogante. Ubuesque, société arrogante. Madame Devant? Une série aberrante. C'est vrai que ça ressemble un petit peu à ça. Bon, voilà, vous avez vu, je suis sûr qu'il y a encore plein, mais le principal, c'est que chacun trouve quelque chose. Et puis vous voyez qu'avec les mêmes 3 lettres, on peut en faire des choses. Alors, je propose ceci, c'est que, comme exercice, hein, pour vous, pour développer un peu plus régulièrement le sens de l'humour, etc., c'est que de prendre des sigles, parce qu'on a pris ceux qui sont comme ça très courants, mais il y a d'autres qui apparaissent chaque jour, des nouveaux partis, des nouveaux... voilà, et donc, quand vous avez des définitions comme on l'a fait ici maintenant, on peut les séparer en 2. Donc, celle qui vous énerve, tous les mots qui vous énervent, c'est le dictionnaire, NERF. Et ce qui est positif, parce que vous allez quand même trouver des choses positives aussi parfois, j'imagine, là, ce serait le dictionnème. Ce serait votre dictionnaire personnel. Alors, évidemment, vous allez dire, ouais, mais un dictionnaire, c'est beaucoup de pages, comment je vais remplir ça avec toutes des petites phrases comme ça de 3 lettres? Mais en fait, quand vous avez une définition, il y a plusieurs définitions qu'on aurait aimé voir expliciter, voir un commentaire. Et donc, l'idée, c'est à partir d'une définition de donner des exemples, voilà, et donc de mettre votre commentaire personnel ou bien une soi-disant bibliographie que vous inventez. Et donc, peu à peu, vous commencez à écrire plus longuement. Parce que souvent, le problème de l'écriture, c'est que quand qu'on n'a pas l'habitude, pas la pratique, on ne sait pas trop comment s'y prendre. Tandis que là, comme le dictionnaire est très codé, qu'on voit vraiment bien la structure d'un dictionnaire avec sa classification, le fait de faire étape par étape, je fais une définition, tiens, j'irai bien plus loin, comment expliquer les andouilles affligeantes ou le côté ubuesque, hop, je mets un petit commentaire, et après je dis citation de Chateaubriand, que j'invente, hein, et hop, comme ça, voilà, peu à peu, vous commencez à écrire plus longuement, et puis vous allez vous rendre compte que finalement, si vous faites ça régulièrement, à un moment donné, vous aurez une quantité de choses, et du coup, je trouve que quand on peut synthétiser en quelques mots une situation où ça sort de soi d'abord déjà, donc déjà on se sent mieux parce qu'on l'a dit, on l'a sorti, j'ai senti quand même que certains qui écrivaient là, surtout Tech en colère, il était vraiment là, Transport en colère, il était... Waouh, il était toujours en colère. Il était vraiment bien. Donc voilà, le fait de sortir de ça, c'est déjà énorme, c'est déjà bien. Et puis le fait de se dire, tiens, au fond, j'ai pondu ça, je peux aller un peu plus loin, explorons d'autres choses. Voilà, c'est une méthode que je vous propose qui n'est pas très compliquée. Il y a une autre méthode qui est très chouette aussi, qui est beaucoup plus active, c'est le zapping radio. Donc, à 8 heures, vous avez des journaux parlés sur toutes les chaînes. Hein. Alors, ceux qui n'ont pas des grands boutons, mais qui ont leurs applis avec RTBF, La Première, puis Vivacité, puis France Inter, tout ça, eh bien, vous commencez une phrase pour La Première et vous n'attendez pas la fin. Vous passez à la suite, sur ailleurs. Et vous entendez des mots qui ne veulent peut-être rien dire, comme un patchwork de mots. Mais parfois, ça veut dire des choses. Et moi, je me suis exercé, il y a déjà quelques années à ça, et je verrai toujours de ce matin où j'ai zappé d'un truc à l'autre. Et il y avait 2 choses en même temps, c'était le tunnel en Suisse qui était en travaux et qui était enfin praticable pour la circulation, et la reine Mathilde qui avait accouché. Et donc c'est devenu le tunnel est débouché, Mathilde a accouché. Voilà. Donc, voilà. Alors évidemment, vous allez me dire, oui, mais ça on ne trouve pas ça tous les jours. Non, mais le fait de ne pas de se brancher sur les mots qu'on entend et pas tout le sens de la phrase fait que tout à coup vous êtes attiré par d'autres phénomènes. Le virus Ebola ou le Hezbollah, il n'y a pas eu de référendum en Catalogne, le prince Laurent n'aura pas sa dotation, on peut faire une phrase avec ça qui commence à mélanger des événements entre eux. Donc c'est une sorte de zapping sonore qui permet un peu de développer des « Ah, chouette, j'ai pensé à ça ». C'est juste pour réveiller les sens, hein, c'est comme un moteur de recherche. Tout à coup, on se dit « Ah oui, à ce mot-là qui me plaît bien, ah, ça me rappelle ceci, ça ». Donc voilà, hop, et commencer à trouver des éléments entre eux pour faire une sorte de cadavre exquis sonore au départ, et puis que vous écrirez après. Et puis, il y a les fameux sophismes. Bon, là, je ne peux pas faire ça maintenant parce que c'est plus long à mettre en marche, mais le ridicule ne tue pas rend plus fort, le ridicule rend plus fort. Ça, c'est des choses vraiment très chouettes, très rigolotes à faire. Je vous donne deux, trois qui existent vraiment depuis longtemps. C'est, dans les mentales, il y a des trous. Plus il y a des mentales, plus il y a de trous. Oui, mais plus il y a de trous, moins il y a des mentales. Donc, plus il y a des mentales, moins il y a des mentales. Vous avez 1 heure pour disserter. Tout ce qui est rare est cher. Un cheval bon marché est rare, donc un cheval bon marché est cher. Voilà. Le temps, c'est de l'argent. L'argent ne fait pas le bonheur, donc le temps ne fait pas le bonheur. Alors là, tout à coup, on se dit, ah,
Il y a peut-être quelque chose à creuser. Donc là, vous voyez, c'est un début d'une théorie philosophique. Voilà. Ça, c'est pour Lumons. Qui veut voyager loin ménage sa monture. Or, les voyages forment la jeunesse, donc qui veut former la jeunesse ménage sa monture. Ça ne veut rien dire. C'est pour ça que je disais avec Lumons. Donc, la liberté s'arrête là où commence celle des autres. L'enfer, c'est les autres. Donc, la liberté s'arrête là où commence l'enfer. Voilà. On fait des choses comme ça. Le monde est Stone, Stone est Chardin, donc le monde est Chardin. Ça, c'est vraiment la fin de tout. Voilà. Mesdames, messieurs, j'étais très, très heureux de vous avoir entretenu tout ça. Alors... Merci bien. Donc, personne ne m'a aidé pour Yann Yambon, merci beaucoup. Je me prépare une belle nuit blanche, mais c'est pas grave. Je ne sais pas ce que je vais pondre et ce que je vais dire demain, mais voilà. En tout cas, merci bien d'avoir participé à ça et continuez, chacun le pouvoir de dire des choses, s'exprimer avec humour. Il faut juste savoir prendre confiance en soi dans le domaine. Oui. Vas-y, Yann, je t'en prie, fais un petit mot. Tu fais de chansons? Tu chantes ou quoi? Absolument. Je voulais te remercier surtout parce qu'il reste quelques places à mes cours de philosophie et je crois que c'était une excellente publicité. Je te remercie. Je ne sais pas si ça se prête à des questions, à une discussion. Ou à des réponses. Sur Yann Yambon, c'est ça. Et moi, je pose des questions après pour les réponses. Mais de toute façon, Bruno Coppens accepte de dédicacer ses livres après. Et ce cycle se poursuit par 2 autres conférences. Les conférenciers sont là aujourd'hui. Il y a Florence Pire qui viendra nous parler de l'humour au travail. C'est sérieux. Tu verras, et ça ira, tu sais, ils sont chouettes. Tu sais, Luc Lenz, c'est le 6 novembre. Et Luc Lenz qui est là, qui viendra... Il est où? Là. Ah. Voilà. Au Rire Citoyen. Et on aura lundi prochain la première conférence du cycle sur la sémiotique expliquée ou racontée aux analphabètes. Voilà. Ah, c'est pour vous. Bon, mesdames, messieurs, bonne soirée et à bientôt.